On va dire, allez, 3 potes que, je sais pas, quelque part, je les admire parce que on dirait ils vivent leur canarité là en plein air, genre il y a pas de problème. Je sais pas en fait, je sais pas comment ils font. Dès qu'il y a une histoire, c'est à fond, ils m'expriment plein de trucs hyper deep et tout. Par exemple, un pote qui me dit non mais c'est bon, c'est la femme de ma vie. Ah, on est dans un film un peu là. Ça fait rêver en plus, ça fait grave rêver. Et des fois, je me demande si je suis pas un petit seumard. Parce que j'analyse la situation et je me dis, tiens, mais est-ce que les gens qui arrivent à dire ça, c'est que des gens à qui on a déjà dit ça dans l'enfance et tout. Et je me demande, bah tiens, est-ce que peut-être, voilà, si t'as entendu tes parents te dire des trucs hnine et tout, bah c'est plus facile pour toi ou... Mais ouais, des fois, j'analyse un peu comme ça. Dans cet épisode, vous allez écouter un jeune homme dans la trentaine. Il souhaite rester anonyme, alors appelons-le Sofiane. Sofiane est originaire d'Algérie, où ses parents ont grandi. En tant qu'aîné de la fratrie, c'est le premier à faire face au décalage entre la pudeur familiale et le monde extérieur. Une position délicate qui laisse des traces sur sa manière de vivre l'amour et de l'exprimer. Par moments, vous entendrez Sofiane parler de lui au féminin et d'autres fois au masculin. C'est parce que, et ce sont ses mots, Sofiane a vécu en tant que femme jusqu'à l'âge adulte. Il a ensuite fait une transition du genre féminin vers le genre masculin. En fait, j'avais parlé un petit peu à l'époque de mes amoureux et tout à ma mère. Et je sais pas comment dire, mais j'ai l'impression qu'elle réceptionnait sans réceptionner. En fait, tant que les personnes n'avaient pas un prénom à consonance arabe, ça rentrait pas dans sa tête. Et donc, ça me fait penser à un jour, je lui ai dit le nom de quelqu'un. Franchement, je vais dire son nom, je m'en fous, mais j'ai dit ouais, nanana, il s'appelle Anatole et tout. Elle m'a dit ouais, c'est quoi, c'est le nom d'un livre ou quoi et tout. Genre, c'est vraiment, elle m'a enchaînée. Et après, elle m'a dit vas-y, là, à partir de maintenant, c'est pas la peine de me parler de toutes tes histoires, de tout ça là. Et franchement, j'ai fait des efforts. Carrément, j'ai trouvé quelqu'un. J'ai trouvé quelqu'un qui avait un prénom à consonance arabe et tout. Même plusieurs, mais il y avait une personne où c'était un peu ça, quoi. Et vraiment, un jour, je suis venue à table fière et tout. J'étais là genre, ouais, maman, voilà, nanani, nanana. Et franchement, ça lui est rentré dans une oreille, ça lui est sorti par l'autre. Et je me suis dit, bon, déjà tout le taf que j'ai fait, ça faisait beaucoup. Et puis j'ai senti comme un gros revers. Je me suis dit, ah, mais c'est vraiment coupé définitivement. Et depuis, je sais que ça m'a fait beaucoup de mal quand même de me dire, tiens, je peux pas parler de ces choses-là avec ma mère. Je sais qu'il y a des limites dans la pudeur quand même. Moi, en tout cas, de comme j'ai grandi, on va pas tout raconter à ses parents. Mais ça, pour moi, c'est un truc important de la vie. Surtout que je vais pas parler de 15 000 personnes. Je vais parler de personnes avec qui j'étais restée vraiment genre plusieurs années, quoi. Moi, j'ai aucune explication de pourquoi c'est comme ça en vrai. Parce que je m'attendais vraiment pas à ça. Je m'attendais à ce que, justement, ça refasse du lien. En plus, du coup, quand je vais présenter une personne avec un prénom à consonance noraf, on va dire, bah, c'était aussi une période où, franchement... j'avais appris moi-même à lire et à écrire l'arabe, à parler plus. J'étais allé plusieurs fois au bled et tout, solo. Et pour moi, c'était aussi un moyen de reconnecter avec ma mère. Mais vraiment, genre, cette fermeture, je l'ai jamais compris. Je lui en veux pas, là, aujourd'hui. C'est comme ça, c'est la vie. Mais j'ai pas d'explication. Après, je viens quand même d'une famille pas facile, où toutes les questions d'amour, c'est... J'allais essayer de trouver une explication, mais en fait, il n'y en a pas. Il n'y a pas de question d'amour, en fait, il n'y en a pas. C'est juste si on a tendance à montrer des signes d'affection, de tendresse ou quoi, c'est trop dangereux. C'est trop un signe de faiblesse et c'est trop risqué. Je pense que le fait que je sois l'aîné, ça m'a fait, m'exposer en premier à certaines choses de la vie, et parfois même par rapport à mes parents, parce que comme ils ont émigré, il y a aussi juste des choses, ils n'ont pas grandi ici, donc ça m'a fait toucher en premier à certaines choses, et je pense que ça m'a rendu, entre guillemets, plus français que les autres. C'est pas quelque chose que j'aime bien, mais je pense que j'étais considérée comme ça aussi parce que je répondais moins
aux critères de, à l'époque, de la bonne fille qui qui va suivre le rail, se marier, etc. Et avec en plus le risque de quitter le navire. Moi, je pense que très tôt, j'ai exprimé le souhait de quitter le foyer au plus vite. Et ça aussi, c'est quelque chose je pense, qui met en péril des relations intrafamiliales, qui fait que mes parents devaient avoir peur, et peur que je me fasse absorber par la culture française, la culture occidentale. En plus, ça a été le cas, hein, franchement, à un moment donné, je pense que j'étais presque raciste. Hein. Je voulais surtout pas être assimilé à ma famille, mais moi-même, je confondais être assimilé à ma famille avec être assimilé avec le fait d'être algérien. Et du coup, je pense que je faisais tout pour pas rentrer dans le moule d'un enfant d'immigré. Je me suis retrouvée à vouloir mettre en avant et jouer de toutes les connaissances dont je disposais, de tout ce que j'apprenais en allant à l'école. Aussi parce que je suis le premier, le seul à avoir passé le bac, le premier, le seul à avoir fait des études supérieures. C'est quelque chose que j'ai envie de valoriser, mais le valoriser auprès de ma famille, c'est difficile. Parce que ça veut dire « Ah tiens, toi, t'as réussi parmi eux et pas nous ». On m'a jamais dit directement « C'est nul d'avoir des sentiments amoureux ». Bon, l'ambiance classique d'abord, c'est les amoureux qui se roulent des pelles, direct on change de chaîne, voire on éteint la télé. Ça fait déjà quelque chose parce que même quand c'est pas des scènes très intenses, c'est déjà trop. Et du coup, évoquer l'amour, c'est forcément relier ça aux représentations qu'on a sous les yeux. Les amoureux qui vivent leur vie, qui sont toujours blancs, qui vivent leur amour de manière blanche et qui vivent pas ça avec de la pudeur. Par exemple, on parle d'habits modestes. Moi, j'aurais bien aimé voir un couple modeste, par exemple. Voir qu'est-ce que ça aurait donné, franchement. Peut-être on n'aurait pas coupé la télé. Et du coup, on sait quoi, c'est intériorisé que c'est pas possible de vivre son amour comme ça. Comme, je sais pas, on regarde un film et puis il y a, je sais pas, Samantha qui va dire à sa mère « Waouh, je suis amoureuse et tout ». Mais, enfin, jamais chez nous, c'est pas... On regardait ça, mais comme une fiction, mais genre dans le sens le plus pur. C'est impossible. De la science-fiction même. Je me souviens une autre fois où je parlais d'un de mes frères et je lui ai dit « Ah, tu crois que machin, il est amoureux ?» Et on était en train de ranger des trucs et tout, je sais pas quoi. Elle s'est arrêtée. Elle m'a dit « Mais on parle pas de ça ?» Et puis elle a recommencé à ranger. Et puis c'est tout. Je me suis dit « Ah, oups, j'ai fait une bêtise. J'ai dit un gros mot ou des trucs comme ça. » Et du coup, après, j'ai jamais trop réutilisé ce mot devant elle. Plus tard, un peu des trucs genre « Ouais, sa copine. » Mais amoureux, impossible. Ça me donne l'info que les questions d'amour dans la famille, c'est impossible. Mais il n'y a pas que ça, En fait, il y a aussi que moi, de toutes les personnes de ma famille, à part prendre des enfants dans les bras, j'ai pas vu de marque d'affection entre adultes. Peut-être entre sœurs Mais même entre sœurs, je sais pas, je les vois se faire la bise, mais je sais même pas. Non, ce que j'ai vu de plus affectueux, c'est les bisous sur le front de Mima, de la grand-mère. J'ai pas envie d'en vouloir à ma mère sur des trucs comme ça, parce que franchement, elle a eu une vie compliquée. Peut-être que un truc que je peux dire, c'est sur les questions d'expression, d'avoir au moins une discussion sur ce sujet de l'amour qui soit pas encadrée par le topic mariage. J'étais assis sur son lit, et je sais pas pourquoi, comment, mais j'ai l'impression que c'était elle qui avait décidé en plus de venir me parler, Donc voilà, ça s'assoit près de moi et tout, et puis un peu solennel et en même temps affectueux quand même dans le ton, de genre voilà, tu sais, à un moment donné, comme tout le monde, tu vas passer par des étapes de la vie. Une des étapes de la vie, c'est le mariage.
Et le mariage, c'est comme ça, de me dire aussi, ah, je rêve de te marier comme ça, parce que moi, j'ai pas eu tel mariage. Je pense qu'elle m'exprimait et des conseils de la vie, et des envies très personnelles, quoi. De m'expliquer comment ça se passe un mariage, et comment en fait c'est un engagement avant tout devant Dieu, et ensuite envers une personne, ce qui met quand même de la distance entre la personne et toi, quoi. Enfin, moi, du coup, en l'occurrence. Et c'est un peu une conversation qu'on a eue plusieurs fois. Je pense qu'elle voulait être sûre que ça rentre dans ma tête. Je sais pas si c'est moi ou la manière dont elle en parlait, mais pour moi, ça me paraissait irréel. Irréel. Je me suis jamais vue. Bon, là, du coup, je suis trans, donc parle de moi au masculin, mais à l'époque, quand elle m'en parlait, je me suis jamais vue dans une robe blanche. Impossible. Même imaginer toute la famille autour et tout ça, enfin, l'angoisse. Impossible. Quand t'as 7 ans, t'es sur le lit de ta mère, ta caisse, tu dis rien, tu dis oui maman, tu baisses les yeux et on verra la suite. Hein. On peut pas briser ses rêves comme ça sous ses yeux, enfin non. Je lui ai dit très rarement je t'aime. Je pense que des fois je lui ai dit un petit peu en mode sonnette d'alarme sur des trucs un peu genre la situation elle est grave, et je remarque qu'elle me le dit de plus en plus, mais également dans des situations d'intensité où on va se prendre la tête, on n'est pas d'accord, je sais pas, sur un point religieux, sur un point de ma vie personnelle, de mon identité, de quand on parle de membres de la famille ou quoi, et où elle doit avoir peur de me perdre, et elle me dit ça. Et c'est un peu déstabilisant de recevoir ça que dans des moments de crainte, des moments d'anxiété pour moi. Je sais pas si c'est moi qui fais ça, mais du coup, j'ai l'impression que ça m'est arrivé aussi dans des relations amoureuses. Je sais pas si c'est moi qui le provoque, mais où j'ai eu aussi le sentiment, en tout cas pour une histoire en particulier, qu'on me disait je t'aime que dans des moments hyper anxiogènes, hyper douloureux, etc. Et c'est comme l'ultime je t'aime, quoi. Mais moi, j'aimerais bien à la fois vivre et à la fois provoquer et à la fois dire des je t'aime un petit peu confortables, quoi, comme un... C'est pas un je t'aime alerte rouge, un je t'aime petit canapé, quoi, un je t'aime doudou, quoi. Dans le langage, tout a attrait à la religion. Ça donne des prétextes pour pas dire je t'aime. C'est genre lai hafdek, lai sotrok. Dieu il te fait plein de trucs, mais moi je suis juste ta mère. Genre c'est déjà super, mais je pense que ça fait faire des détours. La religion, pour moi, c'est pas vraiment immiscé dans mon rapport à l'amour. Je pense que c'est plus la culture de la pudeur qui, pour moi, est différente, parce que, en fait, par exemple, là, parler aujourd'hui dans ce micro, c'est vraiment pour moi, genre, aussi un truc de me dire, bon, il y a toute cette forteresse que j'ai peut-être co-construit avec ma mère, ma famille, la culture algérienne, admettons un bout la religion, etc. Et parler là, c'est un peu genre ouvrir une porte, dessiner une fenêtre, parce que j'en ai marre d'avoir honte, en fait, de ressentir des émotions amoureuses, même intenses. Parce que pour le peu que j'ai pu exprimer dans ma jeunesse au sein de ma famille, j'ai senti que la réception, elle était dangereuse, que ça me mettait en danger, alors pas en danger physique ou quoi, mais que du coup je risquais un jugement trop fort et trop sentencieux sur l'assimilation au fait que ça vient de la culture occidentale, et que du coup c'est trop la France qui provoque ça chez toi, t'es pas comme nous. Et
ça c'est trop douloureux, quoi. Faut aussi que je fabrique des petits matelas pour réceptionner et puis me reposer. Mais ouais, enfin, j'avais beaucoup envie de dire ça quand même, que je me sens un peu de péter des murs là. J'ai plus envie d'avoir le sentiment que déjà que ça peut être répréhensible. J'ai plus envie d'avoir le sentiment que ça peut être un marqueur de faiblesse qui est différent de la vulnérabilité. J'aimerais bien que ce soit quelque chose que j'arrive à trouver valorisant même. Parce que quand je l'entends dans la bouche de mes amis, je suis vraiment très impressionné de leur souplesse communicative sur les sentiments amoureux, quoi. Alors que moi, je préfère faire des détours. J'imagine toujours qu'on va lire entre les lignes, quoi. En tout cas, je préfère imaginer ça. Je fantasme un peu que je suis un peu un espèce de poète et puis on va comprendre ma poésie au fond et tout. Mais en fait, des fois, être un peu direct, ça peut quand même soulager aussi, quoi. Vous venez d'écouter un épisode de Comment on s'aime, une série documentaire produite par Clam. Réalisée et montée par les journalistes Yoram Meloul et moi-même, Yasmine Selami, et dont le graphisme est créé par Inès Osni. Pour en savoir plus sur le projet, suivez-nous sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook. Le nom de la page, c'est @clam.fr.